Bonsoir et bienvenue sur Palf. Aujourd'hui, Julien m'a mis le défi de vous constituer un pedalboard pour sonner comme AC/DC. Alors, Julien, explique-nous les contraintes. Alors, les contraintes étaient extrêmement complexes, mais très simples à la fois, comme la musique d'AC/DC finalement, et comme le son d'AC/DC. En fait, le son d'AC/DC, c'est un son qui est obtenu purement avec des amplis et beaucoup de volume. Ok. Et la contrainte, donc, c'était... Donc les mecs n'avaient pas de pédale, quoi. Les mecs avaient 0 pédale. Ouais. Et donc, le but, c'est de retrouver ce son-là sur un ampli clean, à volume chambre à coucher d'étudiants. Ok. Avec donc des pédales et pas d'ampli. Ou en tout cas un ampli. Bon, jusque-là, en même temps, c'est logique. Des pédales sur un ampli. Bien sûr. Pour avoir un bon volume, on y est. Et en respectant bien le son différent de chaque frère. C'est-à-dire qu'on a Angus Young au solo et Malcolm Young à la rythmique. Ouais. Et quand on dit le son AC/DC, en fait, c'est l'agrégation de ces deux sons-là. Et donc, on va, ou en tout cas, tu vas tenter de retrouver le son de chaque frangin séparément. Et donc, j'imagine avec peu de pédales. Bien sûr, tant qu'à faire. Bien sûr, donc on se limite à 5 pédales. En tout cas, c'est... Ouais, même 4, ce sera bien. Même 4, ce sera bien. Bon, ben, j'ai des petites idées. On va voir ça ensemble. Ok. Julien va vous présenter l'histoire d'AC/DC, comment ils ont réglé leur son, leurs amplis, etc. Vas-y, raconte, Julien. Bah, en fait, c'est un de ces très rares groupes où le matos n'a pas changé depuis à peu près 74. Voilà. Ok. Le premier album donc, qui sort en Australie d'abord, c'est donc 76. Et ensuite 77 pour la version européenne de High Voltage. Donc. Ah, j'adore cet album. C'est fabuleux. Mais de toute façon, voilà, je préfère l'annoncer tout de go. Si j'ai une guitare entre les mains, c'est grâce à AC/DC. Voilà. Franchement, ouais. C'est le groupe qui a tout décidé pour moi et ça reste le groupe encore à l'heure actuelle que je peux écouter en me disant que c'est encore mieux que dans mon souvenir. Mais on a tous commencé avec du AC/DC, je crois. C'est inévitable. Le Back in Black bien raté. Bah voilà. On l'a tous fait. Hein. Et donc finalement, c'est un groupe où le matos est resté exactement le même, ou quasiment pendant les pas loin d'un demi-siècle de carrière. Okay. Donc côté Angus, c'est une SG dans un Marshall 50 watts, histoire de pouvoir le faire cruncher un peu plus. Ah ouais. Et côté Malcolm, c'est une Gretsch dans un Marshall 100 watts, pour avoir un peu plus de headroom, donc de puissance clean, et parce que la Gretsch a un niveau de sortie de micro inférieur. D'accord. D'où son son plus clean, plus creusé, vu que les médiums sont plus creusés sur une Gretsch que sur une SG. Donc voilà, et voilà, c'est exactement tout ce qu'il y a. Ça suffit au final. À un tout petit détail près, on va y revenir au fur et à mesure. Bien sûr, il y a des petits détails. Il y a des petites surprises. On connaît cette histoire. Voilà, mais en tout cas, la recette de base, c'est ça. Et c'est un son qui est absolument énorme et inimitable. C'est pour ça qu'on va tenter de l'imiter. Ah bah oui, complètement. On a tenté de l'imiter, mais je suis sûr que tu vas bien y arriver. Vas-y. Franchement. C'est comme si on était à Donington en 92. Donc là, tu as fait quoi? Tu as utilisé 4 pédales et on a le son de Malcolm puis de Angus. Voilà, c'est ça l'idée. Franchement, on y est arrivé là déjà. Franchement, c'est bien. Donc tu es plutôt content du choix de pédale? Je suis impressionné par ta performance, je dois dire. Bon. Et effectivement, pour avoir aidé à la fin du processus, je dois avouer qu'on n'a jamais autant galéré sur un Sonecom. C'était chaud, hein. C'était chaud. Alors que dans les autres
dans les autres Sonecom, on a Watt 1000 pédales. Là, avec 4 pédales seulement, ça fait un défi supplémentaire. Finalement, il faut jouer sur l'ampli sans jouer sur l'ampli. Enfin, c'est exactement ça. C'est super compliqué. Donc finalement, toutes les pédales qu'on a mis, c'est du préamp. On va revenir dessus. Absolument. Donc voilà. C'est assez compliqué. On a 2 bases de son différentes selon qu'on est sur Angus ou sur Malcolm. C'est ça. On va commencer évidemment par la rythmique, donc Malcolm. Et pour ça, donc, tu as choisi la JHS Charlie Brown. Charlie Brown, voilà. Donc c'est une pédale qui simule un son plexi, qui a beaucoup plus de son. Enfin, c'est bien gonflé par rapport aux autres pédales qu'on a pour le plexi, genre la voltage. C'est un peu plus couillu, on va dire. Ouais, c'est ça. Pour la rythmique, j'ai bien aimé celle-là. La Charlie Brown a quelque chose dans le grave qui est effectivement assez proche d'un gros Marshall. C'est ça. Et que généralement on coupe au mix tellement c'est envahissant. Marshall Plexi du coup. Hein. Voilà, c'est ça. Marshall Plexi, donc c'était l'idée de son époque. EQ 3 bandes, donc assez pratique à régler. Ce qui est super intéressant et super important de voir, c'est que le Kelt qu'on utilise aujourd'hui, donc le Kelt signature Axel Bauer, finalement on l'a bridé à mort. C'est ça, on va l'écouter d'ailleurs. Ouais, vas-y. C'est le Kelt Axel Bauer et ça c'est une magnifique gyro Spitfire avec des TV Jones, je crois que c'est des Powertron. Je ne sais plus si c'est les Filtertron ou les Powertron. En gros, les Powertron, c'est la version plus balèze au niveau de sortie. D'accord. Mais je crois que ceux-là n'ont pas un énorme niveau de sortie non plus. Donc, sans aucune pédale, ça donne ça. Voilà. Ça reste mignon. Ça reste super emmerdant quand même. Ouais, mais tu as quand même moyen de faire quelque chose. Oui. On a gonflé les médiums et on a coupé tout le reste. C'est ça. Et là, vas-y, active la Charlie Brown. Donc, juste un petit point sur les réglages. Ouais. Donc, vous remarquerez qu'on a vachement boosté le volume, tout simplement parce que les pédales de simulation de plexi, en général, se comportent vachement mieux quand on monte le volume. C'est vrai que c'est une question qu'on me posait souvent quand on achète la high voltage chez nous, c'est comment bien la régler. En général, quand on la reçoit, on met tous les potards à midi, c'est un peu le réflexe qu'on a... Et même toi, tout à l'heure, tu as dit, mais j'ai pas souvenir de la high voltage. C'est ça, j'avais l'impression qu'elle était cassée. En fait, c'est vrai que les simulations d'ampli, en tout cas pour le son plexi, il faut mettre le volume au moins aux 2/3, voire aux 3/4, pour avoir quelque chose qui envoie. Et après, le gain, ça dépend de ce qu'on recherche. Hein. Bien sûr. Là, nous, on est sur une simulation Malcolm d'habitude, mais là, tu as poussé le gain, donc on retrouve le son Angus pour les solos. Et là, tu es sur une simulation Malcolm, plexi. Ouais, et là, le drive va beau est bien être poussé. Le son n'est pas très saturé en fait. Ça va, ça reste clean, ouais. Bah vas-y. J'adore. Alors il y a un petit élément justement qui moi me manquait et que je t'ai demandé de rajouter, c'est la reverb. Oui, puisque alors ça, bon, la reverb c'est particulier. Ouais, exactement. En fait, le principe c'est que évidemment un Marshall Plexi ça n'a pas de reverb, donc le moyen d'en rajouter c'est d'en rajouter en studio après la prise. C'est ça. En gros, ils enregistrent sans aucune reverb et c'est rajouté au mix. Et la reverb de mix typique des années 70 et 80, surtout 70, c'est ce qu'on appelle la reverb à plaque. Exactement. Donc là, une simulation de plate en anglais. On a trouvé la Talisman de chez Catalin Bred. C'est la seule. C'est la seule. On n'a pas trouvé beaucoup. Hein. C'est la seule pédale dédiée. Il y en a où il y a une position plate, mais qui est jamais oui, tu as des trucs avec plein de simulations. Voilà, non, là, un truc dédié à ça, la Talisman de Catalin Bred, donc une marque qu'on apprécie beaucoup, on en parlait. Une marque qui n'est pas assez exposée à mon avis et qui propose des pédales que la plupart des autres marques n'ont pas eu l'idée de proposer. Ouais. Typiquement, ils vont vraiment une reverb à plaque. Ouais, c'est ça, exactement. Ça, c'est vraiment sympa. Puisque, en fait, si vous voulez regarder sur les internets, vous regardez EMT 140. C'est le modèle de reverb à plaque le plus répandu. Et c'est une boîte en bois qui doit faire à peu près 2 mètres sur 4. Donc voilà, concrètement, par rapport à un pedalboard, c'est moins pratique. Ça me fait rire parce que dans les commentaires de la pub Facebook pour la Element, donc notre reverb à ressort, il y a plein de gens qui m'ont dit « J'ai acheté un jouet dans les années 80 qui incorporait une plate sur une toute petite taille. Essayez les gars, s'il vous plaît, de l'intégrer dans une pédale, qu'on puisse faire ça. » Rien que ça. Le défi, quoi. Ouais, j'aime bien les mecs qui ne mettent pas la pression, quoi. Mais bon, en tout cas, ouais, ça sonne bien. Ben, on va la jouer. On l'écoute toute seule. Allez, toute seule.
Voilà, là on a vraiment l'impression de jouer dans une baignoire en fait. Oh, une chambre d'étudiant. Ouais, c'est ça. Mais c'est justement ça l'intérêt. Quand on écoute bien justement les riffs d'ACDC, on se rend compte qu'il y a quand même cette reverb assez présente qui fait malgré tout partie du son. C'est impressionnant. J'adore. On est dedans, hein. Alors, c'est pas un truc que j'utiliserai, ouais. mais je trouve ça vraiment rigolo, quoi. C'est pour ça qu'on a proposé cette talisman de Catalin Bret, parce que bon, finalement, il n'y a pas 36 plates. Complètement. Elle sonne bien. Après, on peut s'en servir pour des effets moins étriqués. Oui, là, c'est volontairement étriqué. Elle est à zéro, là, hein. C'est aussi le son de reverb sur Alléluia de Jeff Buckley. Ah, donc, ça montre à quel point on peut avoir des choses vraiment radicalement différentes. Donc là, dans l'idée, on a le son de Malcolm Young, on a évidemment une idée du son de Malcolm Young. Approuvé ou pas? On verra bien. On verra bien dans les commentaires. Mais en tout cas, en termes de style de jeu, il y a 2-3 astuces qui permettent de se rapprocher encore plus du son de Malcolm Young. Alors évidemment, l'élément le plus important, c'est la main droite. Alors là, voilà, complètement. C'est ce que j'allais dire, surtout par rapport au plexi qui casse le sustain. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une main droite solide, le plexi va vous humilier publiquement. En gros, un plexi, si on l'attaque pas franchement, c'est carrément genre qu'est-ce que tu fais? Alors que si on lui rentre férocement dans la gueule, voilà, donc non seulement c'est une question d'intensité de l'attaque, mais c'est une question de sécheresse aussi de la main droite. C'est-à-dire que chaque note attaquée est étouffée quasiment aussi sec. En tout cas, il y a un gros contrôle du sustain de la part de Malcolm. Et tu vois, quand tu laisses le ré à la fin, elle te fait payer la pédale. Bien sûr. Ah ouais, mais complet. Elle aime pas du tout ça. Ouais. Tandis que les autres notes, quand tu les sèches, le talisman là, il t'envoie un petit aura. Un petit halo. Un petit halo de son là, j'adore. Mais le vrai plexi fait ça aussi. C'est ça qui est dingue. Et ça nous amène à, pour moi, ce qui définit vraiment le son de Malcolm Young, c'est les silences. Ouais. Et c'est ce qui définit la musique d'ACDC plus largement, c'est qu'on a des riffs avec énormément de silence, ce qui donne le groove, ce qui donne la sensation d'espace, et ce qui donne le côté vraiment rouleau compresseur de chaque riff du groupe. Typiquement, j'ai peur de la jouer parce qu'on est sur YouTube, mais... Voilà, j'aurais pas plus promis, mais voilà, là on a les silences, du coup dans chaque silence on a la reverb qui fait son effet, et on a évidemment, dernier élément hyper important du jeu de Malcolm, c'est les voicings d'accords. Les voicings d'accords, c'est quoi ça? C'est-à-dire que tu joues un accord, il y a à peu près 15 000 manières de le faire. Ah oui, d'accord. Tu prends un ré, tu as cette manière-là, tu peux le faire là, 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 et ainsi de suite. C'est vrai qu'il y a beaucoup de changements. Le dernier était très moche. Ouais, mais les autres étaient à peu près pareils, quoi. Et bah justement, pas du tout. Ah bon? En tout cas, dans le contexte d'un riff, ça peut faire la différence. En termes de tension de corde, par exemple. Ah bah oui, oui. Donc, surtout quand t'es sec sur la main droite, du coup. Exactement. Ouais. Et alors après, tu peux étendre avec des notes qui ne sont pas forcément dans l'accord à la base. Je pense en particulier justement au ré, que j'ai pas choisi par hasard, sur lequel on a quasi systématiquement un fa dièse sur la corde demi-grave. Tu vas finir par la jouer, on va être démonétisé, supprimé de YouTube et tout. C'est possible. Voilà, ce qui n'est pas du tout la même chose que j'ai beaucoup entendu, ou pire. Alors là, oui, tu parles vraiment d'un autre monde. Hein. Voilà, c'est ça. Ok. Et donc, si vous prenez par exemple le deuxième titre de l'album sorti en 1979, voilà, on va pour ne pas le citer, vous avez donc la guitare de Malcolm qui est là. Ok. Ouais. Et la guitare d'Angus qui fait ça. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, les deux se complètent parfaitement. Ça, c'est hyper difficile à détecter.
Et moi, j'ai passé des heures à écouter les albums dans une enceinte seulement, puisqu'on a vraiment Malcolm d'un côté, Angus de l'autre. Un petit problème avec AC/DC, je crois. Tout petit. Tout petit, ouais. Et j'ai même fait des exports Pro Tools d'un côté seulement du panoramique. Et en fait, ça permet vraiment de profiter de chaque guitare séparément et de se rendre compte d'à quel point leurs parties sont à la fois très différentes et parfaitement complémentaires. Ok, mais pour tout le monde, en fait, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Hein. Ne vous faites pas autant de mal. Hein. Mais en vrai, ça fait du bien. Ouais, c'est vrai, ça fait du bien. Ouais, grave. D'écouter une moitié de musique. Mais ouais, mais si tu veux, c'est une moitié de musique qui est déjà plus puissante que toutes les musiques entières autres. D'accord, autre. C'est-à-dire, il y a AC/DC et le monde. Il y a le reste. Ouais, d'accord, ok. Ok, j'ai compris. Pour le son Angus, tu as choisi la High Voltage. Tout à fait. Des mecs d'Anna Sounds que tu connais bien, je crois. Je crois avoir entendu parler de ces gens-là. Tu les fréquentes. Je les fréquente. Mais donc, ouais, la High Voltage, donc de l'album High Voltage, sur laquelle on a échantillonné les premiers accords de Malcolm. Mais, en fait, on conseille, pour jouer du Malcolm, de mettre le gain comme ça. En poussant le gain à donf, finalement, on peut faire aussi du Angus. Ouais. Et surtout, je crois que ça te plaît bien, c'est qu'on peut couper les basses pendant tout le long du traitement du signal. C'est-à-dire, on va les couper sur la fin, sur le début, pendant le gain, etc. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que comme Angus, il veut sortir du mix, ça va marcher. Et puis la SG a moins de graves aussi que la Gretsch. Voilà. Donc effectivement, on est dedans. Et encore une fois, j'insiste lourdement, mais il faut bien mettre le niveau de sortie fort sur cette pédale. C'est le minimum, ça. Sinon, ça sonne vraiment pas terrible. Voilà, donc tous ceux qui cherchent du Unity Gain, ben ça, acheter des Tube Screamer, des Clone Centaur, des machins comme ça. Là, on est sur un préamp. Ou un Helix, hein, c'est bien le Helix. Voilà. Là, il faut... tu entends les haters qui arrivent. C'est ça, ils arrivent, mais le Helix, c'est génial, con, on peut tout faire sur scène avec. Oui, c'est vrai, oui. Passéiste, t'as tous les sons, oui, sauf les biens. Donc si vous voulez une pédale qui fait un bon plexi, voilà, on a la Charlie Brown, on a la High Voltage, il y en a d'autres, j'imagine. Je les ai toutes comparées hein, quand on a fait la High Voltage. Ouais, bah on a écouté notamment la Dirty Little Secret de Kathleen Braid, qui pour le coup était un poil plus compressé. Oui. Donc moins proche de l'ampli. C'est ça, c'était trop Et finalement plus proche d'un Marshall légèrement modifié, comme on pouvait en trouver à la fin des années 70. Exactement. Plus Van Halen que AC/DC, quoi. Donc là, on était hors contexte. Finalement. Et ben alors, on écoute ça. Là, on n'est pas loin du son rythmique d'Angus. C'est ça. Puisque en fait, lui joue vachement au potard de volume. Ok. Ce que je choisis de pas faire parce que... Là, je conseille pas non plus. Voilà. Et puis en tant que chanteur dans mon groupe, généralement, j'ai pas envie de m'emmerder avec le potard de volume. Je veux avoir directement au pied mes différents niveaux de gain. On va juste réécouter la même chose avec la Talisman. Vas-y. Et ensuite, on va peaufiner notre histoire. Oui, oui, complètement là. Je trouve que la Talisman rajoute un côté nerveux. Ouais, puis ça excite le son. C'est ça. Non, j'ai adoré. Tu veux qu'on compare avec les deux? Allez, vas-y, ouais. Allez, vas-y. Ouais, bah les deux personnalités sont bien là. Effectivement, d'un côté, médium plus creusé et le gain plus bas, et de l'autre, l'inverse. Complètement. Même si la tone est assez bas d'ailleurs. Ouais, la tone, c'est vrai que sur la High Voltage, on a pas mal d'aigus. D'ailleurs, dedans, il y a un trim pot qui permet de les couper un petit peu, qui fait comme il peut. Hein. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a du gain, il y a des aigus, il y a tout. Hein. Et surtout qu'on a coupé les basses. Donc là, t'en voulais des aigus, t'en as. Hein. Mais un vrai Marshall, c'est très aigu. Hein. Et c'est ça. Ça découpe bien la tête quand on est en face. Il faut pas oublier le contexte. Hein. Normalement, quand tu fais ça, t'as la rythmique, t'as la basse, t'as la batterie, t'es pas tout seul. Donc évidemment. Et alors,
petit élément secret du son d'Angus Young. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a découvert dans les 10 dernières années. Ah ouais, c'est si récent que ça. Parce que je crois savoir de quoi tu parles, mais c'est si récent que ça. Notamment grâce à Phil Solo Dallas, qui a été un des premiers youtubeurs à se pencher de manière carrément maladive sur le son d'Angus Young, au point d'acheter plusieurs SG de la même année pour choisir la meilleure, de trouver plusieurs têtes plexi de la même année, etc. Wow. Et il s'est rendu compte dans une interview de Guitar Player des années 80 que tout le monde avait oublié, que Angus a un élément de plus sur son son, c'est un émetteur HF. Ouais, donc jusque-là, un fil sans fil. Voilà, c'est ça, un émetteur HF, donc en gros, ça se branche sur la sortie de votre gratte, ça transforme votre son en fréquence radio, c'est reconstitué à l'autre bout et ça rentre dans l'ampli, et ça permet tout simplement de se balader sur des kilomètres sans avoir un jack à la patte. Exactement. Alors le HF et fréquence radio, je sais plus. À l'époque en tout cas, je pense. À l'époque, ça devait être ça, ouais. Ah oui, celui d'époque, carrément. Bah oui, bien sûr. Carrément, ouais. Et en fait, il se trouve qu'à l'époque, c'était une technique assez rudimentaire. À l'heure actuelle, les HF sont quasi transparents. Ouais. Même si ça peut se débattre, évidemment, et on pourrait même faire un comparatif improbable là-dessus. Oui, on n'y arrivera pas. Enfin... Faut jamais dire jamais. Et donc, les HF... Alors oui, là, on est vraiment dans la pignole à fond, finalement. Finalement, ouais. C'est que, à l'époque, les HF étaient moins fidèles, contrairement à ce que veut dire HF, donc High Fidelity. En fait, ce que tu veux dire, c'est RF. À l'époque, c'était les RF, radiofréquences. Oui. Et HF, c'est hi-fi. Enfin, alors là, je ne connais pas exactement la signification de HF, mais c'est modulé en haute fréquence avec des protocoles numériques, etc. Ok, d'accord. Tandis qu'à l'époque, c'était du RF. Les protocoles numériques n'existaient pas, tout simplement. Exactement. Et le RF, ils envoyaient de l'onde analogique dans l'air en plus haute fréquence. Et donc, c'est pour ça que ça pouvait être pourri, parce que tu rentrais dans un système analogue. C'est pour ça que tu pouvais entendre les militaires qui parlaient au talkie-walkie. S'ils se mettaient dans la bande, il n'y avait aucun moyen de crypter, de se séparer. C'est une scène dans Spinal Tap, pour ceux qui n'ont pas vu ça. D'accord. Et donc, finalement, cet émetteur sans fil modifiait le son d'Angus en live, c'est-à-dire que ça rajoutait un peu de compression et un peu de gain. Ouais. Puisqu'en plus, il y avait un réglage de niveau d'entrée sur l'émetteur. T'es obligé, pour faire la modulation. Du coup, forcément, ça servait de boost sur son ampli. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'il l'utilisait aussi en studio. Ok, donc il a adoré ça. Clairement, il cherchait ce son-là. À partir du moment où en studio, il n'avait aucune raison d'être sans fil. D'accord, donc en fait, c'est un peu comme si tu poussais ta carte son quand même. Hein. C'est un peu dégueulasse comme ça. C'est un peu dégueulasse comme ça dans l'idée, dans le principe. Sauf que finalement, on est sur un plexi. Ouais, donc le dégueulasse dans le dégueulasse, ça fait quelque chose de bien. Ouais, et puis c'est une grande tradition de pousser un plexi. Oui. Le treble booster sert à ça aussi à l'époque. Enfin, on a plein de manières de pousser un plexi. Certains le font avec le préampli de leur Ecoplex aussi. Ouais. Et donc là, en l'occurrence, la solution qu'a trouvé Angus, c'est cet émetteur qui s'appelle le Schaeffer. Oui. Solo Dallas a construit la réplique du Schaeffer qui ne fait pas sans fil, qui reprend juste le préampli. Puisque la fonction sans fil, évidemment, il y a beaucoup plus fiable à l'heure actuelle si c'est ce que vous cherchez. Mais si vous cherchez ce grain-là, il y a cette réplique-là. Et donc là, tu nous as mis, merci Steven, une pédale Solo Dallas dérivée du Schaeffer. C'est ça. Qui fait donc boost, tout simplement. Donc voilà, on a retrouvé exactement le boost. Voilà. Qui fait ce fameux effet. Avec donc niveau de sortie qu'on a mis très fort. Toujours. Niveau de gain qu'on a mis pas très fort pour avoir plus proche d'un clean boost. Ouais. Et le snap qui est une compression supplémentaire. Ok, bon on va peut-être la bouger celle-là, on va voir. Ouais, moi je l'aime bien comme ça. Donc pas compressé. Voilà. Enfin, c'est de toute façon compressé d'origine. Dans tous les cas, tu vas dans le fuzz. Hein. Parce que tu as trop de gains et c'est comme si tu niquais ta carte son. T'écrètes un peu l'entrée, ouais. Et à titre de référence, on a mis la Arrows de Earthquaker Devices, qui est un clean boost pour le coup. Qui a gagné le One Knob Booster. Voilà, et c'est tout à fait justifié vu comme elle est belle. Et donc du coup, on va comparer les deux, tout simplement parce que je pars du principe que vous n'avez pas forcément une Solo Dallas parmi vos pédales, et que si vous avez un clean boost, vous pouvez arriver à quelque chose d'assez proche. Ok, bah c'est parti. On compare les deux. Les deux sont intéressantes. Hein. Moi, je crois que je préfère la rose.
c'est pas pareil. Il y a une petite ouverture dans l'aigu qui me fait frétiller un peu. Il y a peu de choses qui te font frétiller en fait, à part une pédale d'effet. Mais tout ce qui est lié à ACDC me fait frétiller. Ah voilà, finalement. Mais là, on est encore dans vraiment la pignole, faut le dire. Les deux sont vraiment très proches. Pour le coup, c'est dans la pignole, ok. Mais là, tu as un son fuzz, là, tu as un son lead bien lié. Ouais, complètement. Mais franchement, par contre, le fait de ne pas en avoir comparé à avoir un des boosters... Rien à voir. Voilà. Effectivement. Pas en avoir par rapport à en avoir, rien à voir. Ouais, voilà. Elle est pas mal, ça, là. Tu peux le prendre, t'en fais une pub. Ouais, tu vas vendre des millions de pédales avec ça. Donc, effectivement, la conclusion, c'est qu'il faut les deux sur son board. Mais que pour Angus, il en faut qu'une des deux. Ouais, moi j'aurais choisi aussi la Rose, si je devais choisir. Mais peut-être qu'on va un peu plus l'exploiter, montrer différentes possibilités. On va jouer avec les potards. Vas-y, on va tester ça. Je vais juste avant ça parler un tout petit peu du style de Angus en termes de jeu. Alors, pas de grand secret, c'est un joueur pentatonique par excellence. Voilà, si on veut comprendre Angus, il y a 3 guitaristes à écouter. Il y a B.B. King, pour le côté vibré, très large et grand bend. Voilà. Excellent. Il y a évidemment Chuck Berry, pour le côté double stops. Et il y a Paul Kossoff, qui est le guitariste de Free, qui pour le coup, dans son vibrato, a vraiment inventé Angus juste avant Angus. C'est le seul autre guitariste où on retrouve ce vibrato que je ne vais pas tenter d'imiter présentement, parce que c'est complètement inimitable, hein, le vibrato est vraiment propre à chaque guitariste, mais voilà, c'est cet élément qu'il faut tenter d'approcher, en tout cas, dans votre... Ah, celui-ci, ok, ouais. Tu vois? Ouais, je vois. Ah, il est beau celui-là. Ah oui, c'est le secret. C'est le grand secret. Donc ça, vraiment hyper important. Au niveau du phrasé, il faut en écouter et il ne faut pas hésiter à bender et à vibrer chaque note, ou en tout cas à donner son identité à chaque note. Pas bêtement, mais vraiment... Et là, ça pouvait partir en sustain. Si on avait eu un des deux boosters. Ouais. Ok, on booste. Vas-y. Je te laisse triturer les boutons. J'ai envie de m'amuser avec le snap. Vas-y, fais-toi plaisir. Je te vois venir. Ouais, j'adore. Les pédales? Ah oui, t'en as un comme ça. Toutes les pédales.
C'est trop bien. C'est le, tu sais, le tail. Ah, excellent. Incroyable. Comment passer d'ACDC au shoegaze? Acheter une calibrée de tablissement. Ouais, c'est ça. Bon, bien sûr, on pouvait pas s'empêcher de mettre toutes les pédales. Mais... Ça paraît logique. Bon, eux, ils font pas ça. Non, ils en ont pas. Ils mettent tous les amplis. Enfin, ils faisaient pas ça. Non, mais ils vont repartir en tournée, et puis ce sera très bien. D'accord. J'ai bon espoir, bon espoir que mon fils, en 2023, pourra aller voir ACDC. Oui, tu peux rêver toujours. S'il vous plaît. Ok, bah conclusion, moi je trouve que tu t'en es très bien sorti. Bon, j'ai été aidé quand même. Hein. Bien sûr, mais j'ai tendance à préférer la Rose à la Solo Dallas. Complètement, je trouve qu'il y a eu beaucoup trop d'excitation. Ouais. Comparé au fait qu'il vous faut juste un simple booster pour venir éclater l'entrée du plexi. Mais après, il faut reconnaître le mérite de Solo Dallas. Oui. L'homme qui a été de déchiffrer cette spécificité dans le son d'Angus. Ah oui, bravo. Et en fait, après... Je ne serais pas aventuré dans ce truc-là. Non, c'est ça. Après, il faut savoir que si vous avez une bonne simulation de plexi, la plupart ont suffisamment de gains pour pas avoir besoin d'un booster finalement. Non, finalement, en mettant comme ça, là, ça marche, mais bon. Mais ça ouvre pas les harmoniques de la même manière. Puis de toute façon, un single booster comme ça, enfin un one knob booster, on a toujours besoin. Par définition. Donc ça servira à autre chose, etc. Tandis que ça, c'est vraiment très spécifique, ça fuzz. Donc c'est vrai que j'irai pas forcément là-dessus. Les deux plexis sont intéressants à mon goût. Vraiment deux couleurs différentes. Donc ça, c'est à vous de mettre en commentaire ce que vous préférez. Pour info, c'est vrai qu'on n'a pas trop utilisé le réglage Malcolm, mais ça le fait aussi très bien. Bien sûr. Et la talisman, ouais, belle claque quand même. Hein. Ouais, complètement. Pareil, c'est un truc un peu spécifique. On aurait pu prendre la reverb de l'ampli, mais... Ouais, mais là, pour moi, il y a vraiment un grain bien précis. Je te propose qu'on se termine par un solo. Allez, c'est parti. Et puis donc en commentaire, vous pouvez mettre votre solo préféré d'ACDC et je le massacrerai la semaine suivante. C'est bien, hein. Franchement, on est bien.